Did you know that million? Utiliser. Ça soit. You ready, V?
Bonsoir les amis, bienvenue comme d'habitude. On vous voit avec un immense plaisir. Alors, vous connaissez désormais la règle. S'il y a, on va arranger ça, s'il y a le moindre, voilà. S'il y a le moindre dysfonctionnement, problème de bruit, problème de son, vous nous faites signe et on va ajuster pour vous permettre de suivre et éventuellement d'interchanger. Alors, nous saluons les amis qui sont là, qui nous font l'amitié de venir, comme à chaque fois. Nous avons qui là, Outremer, un ami qui est sous le nom de Outremer Saint-Pierre, l'infatigable Afis Hassan, Etienne Maloum de Valence. Bonsoir. Afis, comme d'habitude, me signale que le son est 5 sur 5, ce qui est parfait pour le reste de notre conversation, les amis. Alors, l'autre jour, je vous ai presque laissé sur votre faim parce que nous n'avons pas épuisé tous les thèmes. Voilà, je parlais, vous m'avez écrit pour vous enquérir pourquoi est-ce que je n'ai pas expliqué, pourquoi est-ce que ou alors en quoi est-ce que Bobabel Marguerite était un traître. Je vous ai donné quelques indications disant que c'était en fait, depuis le début, depuis toujours, un infiltré de Paul Biya dans le système haïtien, dans le gouvernement haïtien.
Alors, non seulement son rôle a paru trouble, mais avant d'en venir, on avait commencé sur l'UNC. Et je vous ai dit les conditions dans lesquelles Paul Biya a transformé le RDPC ou alors l'UNC, dans notre sens, en RDPC, qui n'a jamais créé. Il a pris le parti d'Aïdio, ses armes, bagages et tout, et on a juste procédé à un changement. Et c'est lui qui l'avait fait, c'était Senghako, qui avait déjà été le secrétaire politique d'Aïdio. Il connaissait la maison, il connaissait la baraque, comme on dit. Mais comment est-ce qu'on empêche Aïdio de revenir en lui arrachant son instrument politique? Je vous ai indiqué que lorsque Aïdio décide de démissionner de la présidence de la République du Cameroun, de la République unie du Cameroun, c'est comme ça que ça s'appelait alors, il va conserver la tête du parti, la présidence du parti, à la demande de Paul Biya. Pour Paul Biya, qui redoutait les services de sécurité ayant été mis en place par son prédécesseur, c'était une garantie, une assurance vie presque. Il se disait, tant que le président Aïdio occupe la présidence du parti, il ne peut rien lui arriver. La preuve, dès les premiers jours, Aïdio a limogé de façon ostentatoire Moussa Yaya et certains autres cadres du RDBC qui n'acceptaient pas que Biya devienne le dauphin constitutionnel. Alors, quelqu'un me dit que j'ai fondu, mais je fais un peu de sport comme tout le monde pour ne pas avoir d'AVC, mon ami Fautin Noir. Faites aussi un peu de sport, je vous le recommande. Voilà. Ça fait du bien. On dit un corps sain dans un esprit sain, ou un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Prenez ça dans tous les sens, mais je vous recommande la même chose. On salue l'ami Roland Gassam qui arrive. Alors, Aïdio garde la présidence du parti à la demande de Biya. Il sanctionne des gens. Moussa Yaya Sakifata, certaines personnalités du parti du Sud, etc. Mais quand Aïdio le fait, il ne comprend pas que son héritier, son successeur constitutionnel ne lui veut pas que du bien. Quand tu reviens de France, le 7 décembre 1982, il est accueilli à l'aéroport. Paul Biya est certes président de la République, mais il est aussi le vice-président du parti. Donc, il accueille Aïdio en tant que président du parti. Aïdio sait qu'on lui a fait un sale coup, un sale tour. Donc, il veut se servir d'une astuce institutionnelle. Il veut inscrire la primauté du parti sur l'État et reprendre le pouvoir. Il n'est plus dans le même état d'esprit que lorsqu'il partait. De protecteur d'Aïdio qu'il était avant de s'envoler en France, le 7 novembre 1982, il revient en décembre, il revient en rival. Mais il y a ce qu'on appelle les non-dits. Donc, il veut se servir du parti pour reprendre le pouvoir. La Constitution disait c'est l'État qui définit, qui détermine la politique de la nation. Alors lui, il veut faire une autre lecture. C'est le parti qui définit et détermine la politique de la nation. Alors, il faut inscrire au sein de la Constitution la primauté du parti unique. Donc ça, c'est le premier cas. Maintenant, il y a des problèmes. Aïdio va quitter la France en juillet 1983, ignorant qu'il ne mettra plus jamais pied dans son pays. Donc quand il part du Cameroun, juillet 1983, il est toujours le président de l'UNC. On signale à Paul Biya que le président Aïdio voyage avec un tournage, on va dire, inhabituel. En français simple, il part avec beaucoup de bagages. Biya dit laisser le partir.
Mais avant, il y a un problème. L'avion présidentiel s'appelait le Pélican, avant la Baltros. Donc, Aïdjo aurait demandé, vous pouvez lire ça dans le code de BIA. Vous trouvez ça chez Amazon. Le président Aïdjo voulait garder l'avion présidentiel pour 3 mois. BIA refusait. Donc, Aïdjo va voyager par un vol régulier de la Camer. Il part de Garoua, il fait escale à Douala, il attend à l'aéroport comme tout le monde pour embarquer pour Nice. Mais quand il part du Cameroun ce jour-là, il ignore que c'est la toute dernière fois qu'il part, qu'il remettra plus pied. Donc quand il arrive en France, il s'est fait soigner parce qu'il est malade. Donc tout le monde écrit, on prend de ses nouvelles, Biya lui écrit, mais Aïdjo pense que Biya écrit pour prendre de ses nouvelles. Mais Biya lui dit dans la lettre, sans même s'enquérir des nouvelles de sa santé, que Aïdjo lui remette la présidence du parti, l'UNC. Aïdjo appelle tout de suite Émile Derlin Zinsou, l'ancien président du Dahomey, actuel Bénin. Il était ami aux 2 hommes. Il était ami à Biya et ami en même temps à Aïdjo. Et il lui dit, écoute Émile, je suis ici pour me soigner. Biya m'envoie un émissaire avec une lettre, même pas un mot de ma santé. Et ce qui l'intéresse, c'est que je lui remette le pouvoir, le parti. Donc, par retour de courrier, Biya dit à Aïdjo, écoute, pardon, Aïdjo dit à Biya, le mois prochain, je viens au Cameroun. Je vais organiser un congrès extraordinaire du parti, à la faveur duquel je te remettrai solennellement la présidence du parti. Donc, Biya regroupe les siens, des gens comme les Joseph Kouwana disent pas question. C'est hors de question que ce Wadjo revienne ici. On va concocter un truc. Donc, c'est dans ce contexte que naît le complot, le premier complot. Août 83, il n'y avait pas de télévision au Cameroun. Nous sommes au lendemain de la finale, quelques jours après la finale de la Coupe du Cameroun, première à laquelle prendra part Paul Biya, ex-qualité président de la République du Cameroun, République unique alors. Un match entre le Canon et l'Union. Donc, quelques semaines plus tard, on apprend à la radio, journal de 13 heures, que les services de sécurité ont appréhendé des putschistes qui voulaient attenter à la sécurité de l'État. Donc ça, c'est un truc monté de toutes pièces pour empêcher Aïdjo de revenir au Cameroun. Oui, il ne les menace pas, puisque lui, il vient remettre, mais on ne veut même pas qu'il revienne au Cameroun. Donc on organise tout ça. Mais il ne faut pas mal interpréter mes propos parce que il y a 2 tentatives. Parce que souvent, quand je vous parle de cette histoire, vous parlez d'Afrique 1984. Il y a 2 tentatives de coup d'État. Donc, la première tentative, c'est celle de 83. En fait, il n'y a pas de tentative de coup d'État. C'est quelque chose qui a été fabriqué de toutes pièces. Donc, ça, c'est 1983. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de projet de coup d'État. C'est une invention des gens de Biya. Nous sommes en 83. On va condamner Aïdjo par contumace, à mort, etc. Devant les mois de la communauté internationale, des chefs d'État africains qui trouvent ça pas sérieux de la part de Biya, il va faire un rétropédalage. Donc ça, c'est 83. Mais Aïdjo démissionne en 82, il a été réélu en 1980, au lendemain du congrès de Bafoussam, élu pour 5 ans, logiquement, son mandat court jusqu'en 1985. Mais ayant démissionné en bout de mandat, Biya prend le pouvoir, il n'a pas été élu. C'est le dauphin constitutionnel. C'est à ce titre qu'il devient le président. Il n'a été élu par personne.
il prend le pouvoir en fonction des dispositions de la Constitution d'alors, faisant du Premier ministre le dauphin constitutionnel du président. Donc, il finit, il achève ce mandat. Donc, logiquement, la prochaine élection au Cameroun doit avoir lieu en 1985. Mais ayant inventé de toutes pièces un coup d'État imaginaire, Biya se sent en porte-à-faux. Vous êtes président de la République parce que quelqu'un vous a cédé la place. Mais vous ne pouvez pas dans le même temps condamner cette personne. Donc, il faut avoir des coups de franche. Donc, c'est avec ce raisonnement, c'est sur la base de ce raisonnement qu'on décide de faire une élection présidentielle anticipée en 1984, alors que rien ne l'y obligé. Mais c'est pour avoir des coups de franche et ne pas être associé en quoi que ce soit à l'image du président Ahidjo. Donc, on fait une élection présidentielle anticipée en 1984. Paul Biya est élu à 99, etc., ce qui est normal. Nous sommes dans le cadre du parti unique et il est le seul candidat. Donc, il a les coups de franche. Nous sommes en janvier 1984. Il ne doit rien à personne. Plus à Ahidjo, plus à personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait dès ce moment va intervenir une vraie tentative de coup d'État, pour le coup, avec 84. L'armée régulière aurait pu prendre le pouvoir. Mais ce qu'on appelle les loyalistes ont sauvé le pouvoir de Paul Biya. Donc, dès lors, Biya leur est redevable. Les choses vont changer. Quand il arrive aux affaires, il est plein de bonne volonté, il multiplie les bourses, enfin, il double les bourses, il recrute des gens, il fait plein de bonne volonté. Mais à partir de la tentative de coup d'État de 1984, avec 84, il va procéder à un changement de priorité. Voilà. Désormais, il va s'occuper uniquement de son pouvoir, etc. C'est la naissance du rond feignant. Donc, vous avez vu comment on a procédé pour empêcher le retour du président Ahidjo. Alors, Ebou Babel Magari, dans tout ça, on dirait. Dans le putsch imaginaire de 83, il est cité comme témoin. À un moment, il va en exil au Nigeria, dans la ville de Kaduna. Plus tard, on va découvrir que Paul Biya lui a envoyé 16 millions de francs CFA tous les mois. Mais les accusations de traîtrise viennent du fait que lui, en exil au Nigeria, il est en contact avec Madame Ahidjo, qui navigue entre Dakar et Paris, et même Nice, là où le couple a une propriété. On décide de créer un parti politique. Il y a le vent de l'Est qui arrive, le mur de Berlin est tombé, le communisme s'est effondré, le vent de l'Est a soufflé jusqu'en Afrique. Il faut créer le parti. C'est Maître Yodo Black qui a commencé cette histoire. Vous connaissez la suite. Boba Bello Magari a fait le déplacement de Kaduna au Nigeria pour Paris. Il est en compagnie de Mme Ahidjo. Et il décide de créer le parti politique. Mais c'est une initiative de Mme Ahidjo. Elle veut qu'on crée un parti qui va s'appeler l'UNC. Souvenez-vous que l'UNC avait changé de nom. L'UNC est devenu le RDPC. Donc, Biya met son veto. Pas question de recréer l'UNC. Donc, on va créer un nouveau parti. Mais il ne va plus s'appeler l'UNC parce que Biya est conscient qu'il est devenu très impopulaire. Et que si on crée l'UNC, tous les nostalgiques du président Ahidjo vont repartir dans ce parti. C'est l'époque où
on a suspendu, on a limogé tous les anciens barons du régime qui étaient soit dans le gouvernement ou soit dans les sociétés d'État. Donc tous ces gens ont de la nostalgie d'Ahidjo et une espèce de ressentiment vis-à-vis des Biya. Donc on décide de la création du parti. Le parti doit s'appeler UNDP-C. Ça, c'est le premier nom de l'UNDP. UNDP-C. Clin d'œil à l'UNC. Donc, Boba Bello a fait le déplacement jusqu'à Paris. Il est prévu que le patron de ce parti soit un homme du Sud, Aïssi Vodovito, inamovible ministre de l'administration territoriale d'Ahidjo, fidèle parmi les fidèles. L'homme qui a giflé Biya en 1975 dans le bureau d'Ahidjo. Parce que quand on avait supprimé le poste de Premier ministre, au moment de la suppression de prémature, c'est-à-dire que de part et d'autre, chez les anglophones comme chez les Camerounais, chez les francophones, il n'y a plus de Premier ministre. Après le remplacement de l'État fédéral par l'État unitaire, lors de l'État fédéral, on avait jusqu'à 2 premiers ministres au Cameroun, à la fois. Premier ministre chez les anglophones, Premier ministre chez les francophones, président national, président fédéral et vice-président fédéral, un anglophone. Alors, à partir du moment où le fédéralisme a été remplacé par l'État unitaire, la partie anglophone est divisée en 2 provinces, le nord-ouest et le sud-ouest. Plus de Premier ministre. On a un président de la République, uni du Cameroun, et pas de Premier ministre, mais c'est le président de l'Assemblée nationale, un anglophone, qui est la seconde personnalité de l'État. Et la Constitution, d'alors, jusqu'en 1979, stipule qu'en cas de vacance du pouvoir, pour X raison, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Donc, ça, c'est avant qu'on rétablisse le poste de Premier ministre au lendemain du congrès, le deuxième congrès ordinaire de l'UNC à Douala. Je crois que c'est le congrès de la maturité. Donc, c'est à partir de là qu'on va autoriser le rétablissement du poste de Premier ministre. Mais avant ça, il n'y a pas de Premier ministre. C'est-à-dire entre la période de 1972 et la période de 1975. Donc, le président Ahidjo avait organisé les choses comme ça. Mais, pour ce qui concerne Boba Bello Magari, on a décidé que celui qui serait le président du parti, c'est Aïssi Vodovito. L'homme qui, en 1975, au moment du rétablissement du procès de Premier ministre, espérait être celui-là. Mais il tient Biya pour responsable d'avoir torpillé cette candidature. D'où la gifle. Donc, quand on fait le congrès de l'UNDP-C, c'est comme ça que le parti s'appelait, on pressent Aïssi Vodovito. Il sera secondé par Geneviève Fouda, la fille de Fouda André, le premier maire noir et camerounais de Yaoundé, parce qu'avant Fouda, les maires de Yaoundé étaient des Français. Donc, la réunion va se tenir, le congrès constitutif va se tenir chez Hassan Tanko, ou bien Tanko Hassan. C'est le président de la section du Vouré de l'UNC, ancien tuteur de Issa Tiroma Bakary. C'est chez lui que se tient sa réunion. Tout le monde est là, Tiroma est là. Il y a un autre Issa Bakary qui n'a rien à voir avec lui, c'est juste une homonymie. Donc les congressistes attendent. On est là depuis 13h, 14h, 15h, 16h. Allez, ici, jusqu'à 23h minuit. Ils ne sont toujours pas là. Madame Ahidjo demande si Boba Bello, pardon, si Samuel Eboa est dans la salle. On dit oui. On lui passe le combiné. Boba Bello lui dit voilà, c'est l'ancien Premier ministre Boba Bello Magari. Est-ce que
vous voulez bien être président de l'UNDPC. Samuel Lebois dit, mais avec plaisir. C'est un devoir. Bob Abelo lui dit, ben, je n'ai plus qu'à vous remercier, monsieur le président. C'est comme ça que Samuel Lebois devient le président de l'UNDPC, au pied levé. Tanko Hassan donne un de ses immeubles à Yaoundé, il fait cadeau au parti, il donne 5 millions de francs. C'est dans cette ambiance que l'UNDP, alors UNDPC, est sur le point de devenir le premier parti en termes numériques, coiffant au poteau le RDPC. Biya prend peur. D'ailleurs, Biya, lorsqu'il cause avec Maurice Robert, il reconnaît que s'il y a une élection présidentielle à l'époque, l'UNDP va gagner. Dès le lendemain de l'investiture, dès le lendemain du premier congrès, Samuel Lebois donne une interview à la télévision. Il dit que Biya, c'est un homme compétent, parce que quand lui, il était secrétaire général, lorsqu'il était secrétaire général de la présidence, Paul Biya était premier ministre. Mais tous les dossiers transitaient par lui. Et Aïdjo disait que Biya ne suivait pas. Donc, Samuel Lebois dit à la télévision que Biya n'a rien fait. Les projets qu'il a déroulés, Arcelor, c'est un projet qui était dans les cartons, mais ce n'était pas un Arcelor, c'est une autoroute qu'on avait prévue. La télévision, il dit, on a amputé, on a volé de l'argent, parce que c'était un projet qui réunissait les Allemands et les Belges. La copie n'est pas bonne. Et dénature tout, il parle de l'argent. Donc, Biya prend peur. Donc, on envoie René Sadi au Nigeria pour faire revenir Boba Bello. Boba Bello arrive au Cameroun. On va improviser un congrès qui n'avait pas lieu d'être. Et le but du congrès, c'est pour débarquer Samuel Lebois. Or, les Lamido du Nord ont dit, vous faites une erreur. Parce que si vous faites cela, pour mettre Boba Bello, lui, le parti va apparaître comme un parti des nordistes qui veulent prendre une revanche. C'est pas ce qu'il faut faire. Laissez Segala Mayo à la tête du parti, organiser les choses, reprenez le pouvoir. Mais si vous faites ça, il n'y aura qu'un seul bénéficiaire et il s'appellera Paul Biya. L'autre raison pour laquelle on traite Boba Bello Magari de traite, ce qui va dérailler la dynamique des villes mortes. Il va se prêter à la comédie de la tripartite. C'est ça qui va... Paul Biya serait parti. Mais il va se prêter à cela et du coup l'UNDP va apparaître comme un parti tribal. Pire encore, au moment où on contacte l'UNDP pour qu'ils donnent des gens au gouvernement, les gens du Nord ont dit voilà, ce que nous allons faire, les musulmans, nous n'allons pas au gouvernement. Parce qu'il y a un problème. Après le 6 avril 1984, les nordistes qui ne sont pas des peuples, qui ne sont pas des musulmans, la plupart des temps sont des chrétiens, ce sont des animistes, qui ont péri au lendemain du 6 avril 1984. Tous les Mousgoum, tous les gens d'extrême nord, tous les gens du Mayo Bagno, parce que le colonel Ibrahim Saleh était des Bagno, certes, mais sa mère était Tikar de Bankim. Donc, quand un Tikar de Bankim passait le concours de la gendarmerie, le colonel Ibrahim Saleh, qui reconnaissait son patronyme, l'appelait directement la garde républicaine. Alors que le gars ne voulait pas faire la garde républicaine. Il allait dans la gendarmerie parce que c'était un gaïpin. Donc, il y a eu beaucoup de règlements de compte. Donc, les gens se sont dit, voilà, si on appelle l'UNDP gouvernement, nous, les arabopeuls, on va parler.
les musulmans et tout. On va laisser nos frères sudistes du Nord y aller et on va s'arranger. C'est une façon de faire la réconciliation. Là encore, Boba Bello ne suit pas la route. La plupart d'entre vous qui le suivez êtes peut-être nés après ces événements. Mais nous, les passeurs de relais, nous vous disons, ce monsieur, c'est un traître. Ses intérêts sont derrière Paul Biya. Tout ce qu'il a jamais fait, c'est pour consolider le pouvoir de Paul Biya. Donc, voilà ce que je ne vous ai pas dit l'autre jour. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait. Parce que en 1990-91, l'UNDP était sur le point de prendre le pouvoir. On pouvait prendre le pouvoir. Et Camerounais du Sud nous faisait confiance. Il fallait voir aux élections législatives, il fallait voir les, comment on va dire ça, les inscriptions. Mais à partir du moment où ils ont fait ça à Samuel-les-Bois, l'UNDP est apparu comme un parti tribal, comme un parti régional, un parti des gens intolérants dans la perception des autres Camerounais. Et même là, vous avez vu quand Chiroma a démissionné, et on a envoyé Boba Bello Magari à ses trousses pour le marquer à la culotte. Personne n'a jamais vu ou lu la lettre de démission de Boba Bello Magari et dit avoir démissionné, mais tous ses amis sont restés dans le gouvernement, des femmes que je connais comme Marie-Rose Dibon et tant d'autres. Et qu'est-ce qu'il a commencé à remettre? Là où il m'a énervé. Il dit oui, on va voir la forme de l'État, des trucs à la lever, on va voir ceci. Mais ça, ce sont des choses que les gens ont proposées avant lui. Donc, il faut dénoncer ces genres de personnalités. Ils portent une responsabilité historique. Si Paul Biya est encore au pouvoir depuis 1992, c'est grâce ou à cause de Boba Bello Magari. Il faut lui dire, on n'a pas peur de lui. C'est un traître. Non, Jimmy Solange, Samuel-les-Bois n'était pas intolérant. Je ne sais pas, Jimmy Solange de Birmingham, pas du tout. Je ne sais pas ce qui t'a vendu cette légende. Je sais à peu près à quoi tu fais allusion parce qu'il y a eu des bisbilles en consemblant avec des Bamileke. Sur une affaire de tombe. Une terre où il y avait la tombe de son père. Il faut lire là-dessus. Samuel-les-Bois n'était pas intolérant du tout. Moi, je ne suis pas du Mongo, je suis du Nord. Mais c'était un grand homme d'État. Il voulait apaiser le climat. Samuel-les-Bois, on peut tout lui reprocher, mais il ne fut jamais un traître. Mais Boba Bello Magari, même chez moi au Nord, les gens lui en veulent parce que c'est un égoïste, c'est un homme méchant qui ne supporte pas la contradiction. Il a fait arrêter mon ami Boubacar Ousmane, le fils de l'ancien gouverneur, parce que ce dernier dit la vérité. Donc, il réagit comme son patron Biya. Donc, quand on fait de l'histoire, il faut faire de l'histoire avec exactitude. Mais Boba Bello Magari, je le dis, et s'il veut, il peut me porter plainte. C'est un traître. C'est un allié de Biya. Du temps d'Aïdio, il était l'infiltré de Pro-Biya dans le gouvernement d'Aïdio. Tous les gens qui vivent à Gawa, en Gandere, demandez-leur. Ce type, c'est un type intolérant, un méchant. Donc, l'histoire s'occupera de lui un jour. C'est pas à nous de décréter. Mais l'histoire, parce que tôt ou tard, les choses finissent toujours par se savoir. C'est lui qui a déraillé la dynamique, la mécanique des villes mortes, en se prêtant à la comédie de la tripartite. Locke le Front Prigent, qui est mort l'année dernière, le patron de Elf, il dit
Biya a demandé à me recevoir seul à seul. Il a demandé à son ministre des Finances qui était là de nous excuser. Il m'a demandé une avance de 45 millions de dollars gagés sur les productions futures du pétrole du Cameroun. Il m'a dit textuellement, nous avons des problèmes avec notre opposition. C'est l'argent dont s'est servi Biya pour acheter les opposants, les pseudo-opposants. Et des gens comme ça ont une responsabilité historique vis-à-vis de la jeunesse. Parce qu'il y a des générations sacrifiées au Cameroun. Ce qu'on aurait pu faire de notre pays, qu'on n'a pas pu faire à cause des hiboux Combo Babelo Magari. Quand Jérôme a démissionné, il a suivi pour le marquer la culotte. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit s'il y a une union, c'est moi qui suis. C'est-à-dire qu'on se réunit sur mon nom où il n'y a pas d'union. Mais le peuple a réglé en le mettant à sa place avec 2%. S'il m'écoute, qu'il se regarde devant un miroir, qu'il interroge sa conscience. Est-ce que ce que je dis est faux ou vrai? Est-ce qu'il n'a pas reçu l'argent de Paul Biya lorsqu'il était à Kaduna? Est-ce qu'il n'a pas comploté pour enlever Samuel Ebo et mettre l'UNDP à la disposition de Paul Biya? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Qu'il parle avec sa conscience. Alors, on m'a dit de bloquer quelqu'un, ce que je vais faire d'ailleurs, avec beaucoup de joie, très rapidement. Alors, pourquoi vous me dites de le bloquer? Il n'a rien dit de mal. Je vois qu'il envoie plutôt un cœur. Voilà. Donc, je n'ai pas de raison de le bloquer. Alors, non, je ne vais pas le bloquer, il n'a rien dit de mal, il dit. Alors, on ne bloque pas les gens comme ça. Donc, notre rôle, nous disons ça. Il faut que vous, les jeunes, parce que c'est vous l'avenir, il faudrait que vous disposiez des outils vous permettant d'évaluer les choses et de savoir qui a fait quoi et avec qui vous pouvez faire. Parce que demain, c'est vous qui allez continuer. Je vous ai dit que le Cameroun est éternel. Les hommes sont passagers. C'est à vous qu'appartient le Cameroun de demain. C'est vous qui allez le gérer. Mais nous, avant de disparaître, on vous dit voilà ce qui s'est passé jusqu'à votre naissance. Vous avez ces éléments et ça vous permet de naviguer. Parce qu'on ne peut pas construire le pays avec des gens comme ça. Des gens qui prennent... Alice et Kane nous a quittés. Mais il restera parmi nous éternellement. Nous allons passer son nom aux futures générations qui vont elles-mêmes passer leur nom. Parce qu'il a fait quelque chose. Il a sacrifié sa vie pour nous. Très courageusement. Des gens qui le soupçonnent d'avoir fait ceci, parce qu'ils ne sont pas capables de cela. Ils projettent leurs forfaitures sur les autres. Mais il y a des gens, encore, des gens très très bien, des grands seigneurs. Rwani Sekane a pris l'argent parce qu'eux, ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un puisse faire les choses par amour pour son pays. Parce qu'il y a des gens qui aiment le pays, mais qui aiment leurs compatriotes. Parce qu'on ne peut pas dire que vous aimez le Cameroun si vous n'aimez pas vos compatriotes. Il n'y a pas de Cameroun sans Camerounais. Si vous avez de la compassion, de la commisération, de la bienveillance pour vos compatriotes, vous n'allez pas les traiter mal. Si vous êtes un papa normal, quand vous voyez un gamin de 5 ans en difficulté, vous pensez à votre fils.
ou à votre petit-fils, si vous êtes normalement constitué. Vous avez vu ce scandale aux États-Unis où il y a cet enfant de 5 ans entre les mains des services de l'immigration. Ça m'a déchiré le cœur. Comment vous pouvez, voilà, on parle d'un monsieur comme Joseph Guillaume, mais ces jeunes mères, même si j'ai bu une gamzone de whisky, je ne peux pas dire du mal de lui. C'est un grand monsieur, c'est un petit frère, il pourrait même être mon fils. Mais le jour que je le verrai, j'enlèverai mon chapeau pour le saluer. Parce que c'est un grand patriote. Les gens comme ça, je les respecte. Le respect s'impose naturellement. Des gens qui... Pourquoi nous parlons de Oumnobe? Moi, Oumnobe est mort en 1958. Je n'étais pas né. Roland Félix Moumier est mort en 1960. Je n'étais pas né. Ernest Wandi est mort en 1971. J'avais quoi? Je n'avais même pas 10 ans. Mais nous continuons à parler d'eux. Parce qu'ils se sont distingués d'une façon exceptionnelle, d'une façon détachée, sans petit calcul. Le peuple n'est pas bête. Le peuple arrive à distinguer ça. Le peuple arrive à distinguer les imposteurs. Un monsieur comme Bobabel Omagari, quand il dort la nuit, à quoi est-ce qu'il pense? Quand il regarde le bilan de sa vie, il était dans le gouvernement d'Aïdjo, il espionnait Aïdjo pour le compte des billets. Il était en exil, mais c'était un infiltré parmi les exilés. Il est revenu au Cameroun. J'ai ma camarade Boumba Brigitte qui vit aux États-Unis, une combattante, militante de première heure de l'UNDP. Elle m'a dit, le jour que Bobabel Omagari revient au Cameroun, nous étions à l'aéroport pour l'accueillir. Il salue Samuel et moi avec dédain. Il aurait pu l'embrasser parce que l'homme a commencé le travail. Mais il est revenu au Cameroun avec une feuille d'émission. Avec une feuille d'émission. Pour saboter le parti et le mettre à la disposition de Paul Biya. C'est ça son rôle. Mais nous savons ça. Et nous tenons à ce que les plus jeunes le sachent aussi. Il ne faut pas confondre les patriotes avec les imposteurs. Là, maintenant, il y a une tension. Depuis le 12 octobre, les Camerounais ont porté leur dévolu sur Issa Chiroma Bakary. Certaines personnes veulent aller aux élections. C'est leur droit le plus absolu. Mais ce qui nous gêne, il y a un certain, comment on appelle, un certain Ilia Kanga, je pense qu'il travaille avec Kinox. Il a fait une tribune partagée par un ami en commun sur Facebook, où il traite Issa Chiroma d'imposteur politique. C'est lui qui militait pour le boycott des élections législatives en 2020. Je ne lui en fais pas reproche, ni procès. En sciences politiques, le boycott est un levier politique. C'est une arme. C'est une expression. Elle est admise. Mais ce qui n'est pas admis, ce qui n'est pas tolérable, c'est le 2 poids 2 mesures. Toi, il est Kanga, je ne sais pas pour qui tu te prends, mais il faut consulter le dictionnaire. Ce qu'on appelle une imposture. Alors, il y a quelqu'un qui disait que je vais bloquer. J'aime bien parler, mais je n'aime pas les gens discourtois. Alors lui, je l'expédie à la poubelle tout de suite. Alors, c'est fait. Vous pouvez me contredire, mais si vous venez avec un ton discourtois... donc,
Vous ne pouvez pas dire, nous choisissons de boycotter. C'est normal. C'est prévu. Le boycott, la grève, ce sont des instruments de la politique. Mais après, vous venez faire la mission. Quelqu'un comme il est comme, je ne sais pas s'il a déjà été à une élection, s'il s'est déjà frotté à l'épreuve du suffrage universel, et il sort de sa boîte d'équinoxe et il dit imposture politique. Alors, je ne sais pas s'il comprend le français. Je vais lui recommander une œuvre de Molière, Tartuffe, une pièce, Tartuffe. Et il y a une introduction, lettre à l'imposteur. Elle commence comme ça. Ce sont des paradoxes et non des vérités. Donc, si vous parlez avec Hilaire Kambouya, vous lui dites ça. C'est lui l'imposteur, Tartuffe de Molière, qu'il a lire ça. Et ça va lui dire quelque chose. Alors, il y a un ami qui me dit, faut-il encore mettre nos espoirs en essentiellement, ou alors se concentrer sur l'initiative réunie, voilà, janvier qui est déjà fini. Alors, je ne sais pas quel, c'est l'ami USA, je n'arrive pas à voir votre nom, je ne sais pas quel agenda vous avez. Si vous avez des choses à faire, faites. Qu'est-ce que nous nous réclamons? Nous voulons un Cameroun où chacun puisse s'exprimer comme vous le faites là. C'est votre point de vue et vous avez raison de l'exprimer. Mais nous travaillons sur des choses. Tout le monde n'est pas obligé de suivre Issa Bakary. Mais la campagne électorale est derrière nous. Les Camerounais se sont exprimés. Issa Bakary est empêché d'exercer la plénitude des prérogatives institutionnelles que vous lui avez données. Donc, nous cherchons à faire une restauration, un rétablissement. C'est ce que nous travaillons à faire. Il va sans dire que je ne vais pas vous dire ça ici. Donc, vous faites ce que vous voulez faire. Si vous êtes avec le peuple du changement, vous voulez vous joindre à nous, je salue ma soeur Etlette depuis la Suisse, venez, on va travailler ensemble. Mais si vous trouvez que le temps est long, vous voulez aller aux législatives, vous faire ridiculiser, parce que c'est pas Biya qui donne les voix. Si quelqu'un est élu député au Cameroun, c'est que Biya a dit garde-le. Il va m'aider à faire ma mascarade. Donc si vous allez là-bas jouer à la pute et on va vous ridiculiser, c'est votre affaire. Mais nous disons, on ne peut pas faire de politique au Cameroun tant que Paul Biya se maintient au pouvoir de façon indue. Et nous travaillons à rétablir un rapport de force. Car, disait Montesquieu, il n'y a que la force pour arrêter la force. Donc, ce que vous faites ne nous engage pas. Si vous voulez joindre vos efforts au nord, le moment venu, parce que le programme du président Tiroma, c'est l'inclusivité des Camerounais. Il dit, je suis un candidat de passation, je suis un candidat de transmission et de passation. Donc, si vous comprenez le français, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, si vous avez un autre agenda, c'est votre droit. Parce que nous travaillons pour cela. Nous voulons que dans le Cameroun de demain, vous qui parlez là, vous ayez un parti différent du mien, que nous ne soyons pas d'accord, que nous puissions en discuter. Et à la fin, nous buvons une bière ensemble. Car la divergence, ce n'est pas la guerre. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait, si tu départs de mon frère, tu ne me laisses pas, tu m'enrichis. Nous sommes passagers d'un même navire. Nous sommes équipage d'un même navire et passagers d'une même planète, la Terre. Et nous sommes solidaires d'un même destin, la mort. Nous allons tous mourir un jour. Mais pendant notre passage sur Terre, que notre séjour soit le plus agréable possible. Que notre cohabitation avec nos semblables soit la plus paisible. C'est ça l'objectif. Personne, je vous ai souvent parlé des démocraties d'Europe du Nord, notamment de la Scandinavie. En Scandinavie, en Suède, où j'ai grandi, personne ne gagne l'élection à lui tout seul. Vous faites des coalitions. Chacun apporte un bout de programme pour le pays, l'intérêt du pays. Parce que n'oubliez jamais les fondamentaux de la politique. C'est rendre la vie des gens meilleure.
C'est ça le but. Parce qu'une politique qui ne prend pas en compte le bonheur des populations, vous ne faites plus de politique, vous faites la mafia ou la sorcellerie. C'est pour ça qu'on ne comprend pas que quand vous êtes un dirigeant, vous tirez sur votre peuple. Parce que ministre, je vous ai dit, ça veut dire serviteur. Donc, si vous voulez aller aux élections, allez-y. Personne ne vous empêche. Il y a autant de façons de penser qu'il existe des Camerounais. Vous pouvez aller. Oui, merci, Nick Kenya, merci pour la précision. Vous pouvez aller. Vous pouvez faire des choses. Vous pouvez dire, voilà. Moi, parce que le problème n'est pas que vous pensiez différemment. C'est le problème que nous avons. Nous voulons qu'au Cameroun, chacun ait le droit de dire ce qu'il veut. À partir du moment où il porte préjudice à personne. Vous pouvez faire votre parti politique. Vous dites, voilà, moi, mon parti politique, je défends les Ben Skinner. Voilà, moi, mon projet. Et si je m'allie avec M. Biya et que ça arrange, allez-y. Ce que nous déplorons, c'est que quand quelqu'un veut dire quelque chose de différent, on lui tire dessus, on le tue. Voilà ce que nous déplorons. Donc, le problème n'est pas le fait que quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis, ne traitez pas Cabral et des traites. S'il estime qu'en s'alliant à Biya, ça avance son agenda, c'est son droit. Il est traité de quelle cause? Les Camerounais sont matures. Ils vont décider. Quand on organise des élections de façon transparente, l'arbitre, c'est le peuple. C'est pour ça qu'on dit que la souveraineté revient au peuple. Et quand le peuple n'en veut plus, il vous congédie. C'est ce que nous voulons pour le Cameroun. Donc, si vous voulez aller aux élections avec M. Biya, allez-y. Peut-être que vous allez trouver votre compte là-bas. On ne va pas vous rendre heureux malgré vous. Nous disons, venons ensemble. Il ne faudrait plus que le critère des sélections de méritocratie soit le fait que je suis ami au fils de tel. Je connais tel. Ma soeur sort avec tel. J'appartiens à telle ethnie, etc. On ne veut pas de ça. Ce que nous voulons, quelles que soient vos conditions de naissance, que vous ayez les mêmes chances, le même départ dans la vie. Si c'est parce que vous n'avez pas d'électricité chez vous à la maison, que vous n'avez pas étudié, et que vous habitez loin de l'école, et que vous n'avez pas à manger, etc. On va vous donner ces trucs qui vous manquent pour que vous soyez à égalité avec les autres. Comme on dit en économie, à toute chose égale par ailleurs. C'était les paribus, on dit en économie. C'est-à-dire que à toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire, moi j'habite à 14 km de l'école. Je vais à pied. En une journée, j'ai fait 28 km. Mais on vient me mettre l'école à côté de chez moi. De la fenêtre de ma chambre, je peux voir mon école. On va faire la gratuité des repas dans les écoles. Si vous n'avez pas de facilité à la maison, à l'école, vous pouvez prendre une douche, comme tout le monde. Vous pouvez vous changer. Donc, ces petits soucis sont de côté, et maintenant, vous vous affrontez. Vous étudiez. Vous avez mal quelque part, vous allez à l'hôpital. Vous avez la gratuité de soins. Vous avez la même chance que les autres. C'est ça notre combat. Le combat n'est pas de dire que tous ceux qui vont avec Biya, ils méritent la mort. Non, ce sont des Camerounais. Ce que nous disons, les droits qu'ils ont, les autres Camerounais doivent les avoir. Si vous voulez aller à l'ENAM, que rien ne vous y empêche. Si vous voulez faire la moto, c'est votre choix. Si vous voulez vendre de l'eau glacée de votre propre initiative, il faut que ce soit votre choix. Il ne faudrait pas que vous y soyez contraints. Vos parents ont fait des efforts, consenti des sacrifices énormes. Vous allez à l'école, vous revenez avec le doctorat, vous êtes vendeur ambulant. Il fallait gagner du temps, il fallait le faire avant. Voilà ce que nous disons.
Mais on ne peut pas développer un pays en discriminant. Parce que les efforts individuels, c'est ça qui constitue la base du développement collectif. Quand on est intelligent, on facilite le progrès, l'épanouissement de son peuple. Si vous êtes patron d'entreprise, un vrai patron d'entreprise, vous vous en créez des soucis. Parce que si vous avez quelqu'un dont la femme a accouché et il n'a pas la trousse, il ne sera pas concentré. Tout ce que vous lui dites, ça lui passe par-dessus. Mais si vous êtes un bon patron, vous réglez ça. Vous avez un employé motivé. Il faudra réintroduire l'histoire, la vraie histoire du Cameroun dans les écoles. L'instruction civique, la morale. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est une conversation à bâton rompu. Donc, on ne suit pas un ordre chronologique distinct. Si vous avez des questions, vous les posez, parce que c'est une conversation à bâton rompu, dans n'importe quel ordre, même si ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, on va en discuter. On lève un peu le pied, c'est quartier libre. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a le président ivoirien qui, déjà, son frère est ministre d'État de la Défense. Il y avait des spéculations, j'ai fait des posts ici, où on pensait que son frère allait être président de l'Assemblée nationale. Parce que celui qui était là avant a commencé à se répandre, on va dire quoi, en rumeur, il a commencé à faire des rumeurs selon lesquelles il devait être président, il voulait le pouvoir et tout ça. Alors, donc on l'a enlevé, et on a mis quelqu'un d'autre, Patrick Hachi, un des fidèles du président Ouattara, et le frère du président, qu'on appelle photocopie, en raison de la ressemblance troublante entre son frère et lui. Certains disent que c'est son fils, les amours à lui terriens. Bon, ça, ce sont des rumeurs. Donc, non seulement il est ministre d'État et de la Défense, mais il est aussi vice-premier ministre. Donc, on va dire qu'Alassane Ouattara prend très très vite. Il est à son 4e mandat. D'ici à ce qu'il ait l'âge de billard, on ne sait pas combien de mandats il aura fait. Mais lui, il a juré d'humilier les Ivoiriens. En réponse à ce que les Ivoiriens lui ont fait. Parce que quand il arrive en Côte d'Ivoire en 1990, il n'y a pas 50 Ivoiriens qui le connaissent. Il est précédé par sa réputation économiste. Il a un PhD passé à l'Université de Pennsylvanie, Philadelphia. Il a travaillé à la, comment vous appelez ça, la BCAO, Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais à l'époque, la banque était à Paris. Ce n'est qu'en 1973 que cette banque a déménagé pour Dakar. Mais après des compromis avec le président ivoirien Houphouët-Boigny, parce que la Côte d'Ivoire détient 56% des fiduciaires de cette banque. Donc, on donne le siège au Sénégal, mais la présidence sera assurée par la Côte d'Ivoire. Donc, quand il vient en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny est au banc des nations. Il a été très mal conseillé, le vieux. Je vous ai dit que la crise économique au Cameroun a commencé en 86, véritablement en 86. On a commencé avec une chute drastique des matières premières, accompagnée avec le flottement du dollar à hauteur de 40%. Donc c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Mais au fond, ils ne comprenaient pas. Je vous ai souvent cité ici Chateaubriand, qui disait que pour être membre, pour être de son pays, il faut être de son temps. Chateaubriand. Pour être de son pays, il faut être de son temps. Donc, il faut se mêler des questions qui vous regardent. Parce que Paul Biya a bientôt 93 ans. Qu'est-ce qu'il comprend au souci de ses compatriotes?
plus de 60% de la population camerounaise a moins de 25%, à 25 ans, 25 ans, pardon. Donc, Houphouët était dans ce truc-là. Il faisait des choses à l'ancienne. Donc, il ne comprend pas que le prix de son cacao puisse chuter comme ça. Il dit, bon, si vous n'achetez pas mon cacao au prix que je veux, je ne le vends pas, je vais le stocker. Il le stocke, mais la Banque mondiale dit, nous allons t'apprendre à vivre. On donne l'argent aux planteurs, aux producteurs de cacao d'Amérique latine. On produit le cacao à moins de machin. Donc, on n'a pas besoin de ton cacao. Donc, chaque fois que Houphouët ramenait son cacao sur le marché, les prix baissaient. Et quand il le retirait, vous savez, l'offre et la demande, grand classique de l'économie, les prix tombaient. Enfin, quand il enlève son truc, les prix montent, etc. Donc, il se fâche et ils rompt les ponts avec les institutions de Bretton Woods. Excellente question de celui qui me parle de l'Iran. Donc, pour revenir au banc des nations, il fallait faire venir Alassane Ouattara. On avait supprimé le poste de Premier ministre depuis qu'Houphouët n'en était plus dans les années 60. On va le rétablir et on va y mettre Alassane Ouattara. La Constitution dit, en son article 11 de l'époque, qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale, un certain Henri Conan-Bédier, qui assure l'intérêt. Mais dans la même modification constitutionnelle, il y a une disposition qui dit que Alassane Ouattara est le Premier ministre et qu'il ne doit sa seule légitimité au président de la République qui l'a nommé. Qu'elle met fin à ses fonctions. Mais plus loin, si vous poursuivez la lecture, le président de l'Assemblée nationale est le dauphin, mais il faudrait que le président soit mort pour cela. Par ailleurs, le Premier ministre, on va dire quoi, il remplace le président quand celui-ci est hors du territoire national. Or, Houphouët était malade, donc il était de plus en plus absent de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara apparaissait comme le président en plus. Il disposait de l'avion présidentiel pour faire ses déplacements. Houphouët est mort, Bédier, conformément aux dispositions de l'article 11, devient président de la République. Il voit que s'il va à une élection avec Alassane va le battre. Il crée l'ivoirité parce qu'il dit que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Il est venu en Côte d'Ivoire en possession d'un passeport diplomatique. Or, un passeport diplomatique n'est pas une pièce d'état civil. Jusqu'au moment où il va arriver au pouvoir dans les fourgons d'armée française. Il a modifié la Constitution à plusieurs reprises. Et on ne va pas dire qu'il veut mourir au pouvoir, mais il a clairement l'intention de procéder à une succession dynastique. Il a juré qu'il va y. Quand vous lisez dans les tests, il veut se venger des Ivoiriens. Il travaille bien, oui, vous pouvez me dire, encore que c'est relatif, mais voilà où nous en sommes. C'est ce que vous m'avez écrit. L'ami Guy Tass depuis Paris, que je reçois, que j'accueille avec plaisir. On salue Rose, bienvenue. Jacqueline Galim, en commission. Alors, vous qui me demandez, est-ce que Trump va attaquer l'Iran? Bon, mon ami qui me pose la question, est-ce que vous pensez sérieusement? Pour répondre, vous allez me croire. Personne ne sait comment raisonne Donald Trump. Si on pouvait être dans sa tête, il dit un truc aujourd'hui, il dit le contraire quelques minutes plus tard, il a insulté la mémoire des soldats britanniques qui sont tombés en Afghanistan aux côtés des Américains. La Grande-Bretagne a perdu pratiquement 500 personnes là-bas. Ils étaient dans la zone la plus difficile. Et la plupart du temps, quand il y a des missions militaires américaines, les gens qui se battent devant, ce sont les SAS britanniques. Le prince Charles, le roi Charles est sorti de la légendaire réserve de la monarchie britannique, qui ne dit jamais rien, parce que le roi, en Angleterre, c'est le chef de l'État, il règne, mais il ne gouverne pas, il observe, vous qui aimez les gros mots au Cameroun,
Il est astreint à un devoir de réserve et non à un droit de réserve, comme vous le dites souvent. Donc, pour le coup, il est astreint à un devoir de réserve, mais il est sorti de ce devoir de réserve pour dire que Donald Trump ne viendra plus jamais ici. Parce qu'il a reçu à 2 reprises, Donald Trump 1 et 2. L'autre, il tient, parce que sa maman a des origines écossaises, il possède un golf là-bas, et il a fait le retour pédérage pour le monde pardon. Donc, est-ce que Donald Trump peut faire ça? Mon ami, il précise que le scénario est le même que le Venezuela. Non, c'est pas le même. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est le pétrole. Encore que le Venezuela a les plus grandes réserves de pétrole, devant l'Iran, devant l'Arabie Saoudite. Mais l'Iran, c'est autre chose. C'est un vaste territoire que je connais. J'ai fait une année à l'université à Téhéran. C'est un pays immense, peuplé. De façon organisée, ce n'est pas le Venezuela. S'il y a une intervention là-bas, ça ne veut pas dire que les Iraniens vont gagner, mais du sang va couler. L'Iran, ce n'est pas l'Irak. Vous avez les passeredans, ce sont ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, les Moudjahidines, tout ce que vous voulez. Il y aura des dégâts. Alors, est-ce que Trump va y aller? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Parce que Trump, bien malin, c'est lui qui peut vous dire ce qu'il va faire. Voilà. Il est arrivé là-bas. Mais ce que je peux vous dire, si vous voulez spéculer, on peut le comparer à Hitler. C'est-à-dire que vous qui aimez les grandes théories, la démocratie, ce n'est pas la panacée. Un malade mental peut arriver au pouvoir de façon tout à fait démocratique et puis il ne quitte plus. Je vous rappelle qu'Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933 de façon tout à fait démocratique. Vous avez vu ce qu'il a fait. Donc, Donald Trump, il est dans ces choses. Il parle des négociations, qu'il a gagné des négociations. C'est comme si vous négociez pour avoir ce que vous avez déjà. Parce que du temps du président Harry Truman, ils ont voulu acheter le Groenland avec l'équivalent de 100 milliards de dollars en or. Si vous enlevez, vous faites des prévisions pour l'inflation et tout ça, c'est pas grand-chose. Mais les gens du Groenland leur avaient dit, mais le pays est immense, parce qu'au Groenland, ils font pas quoi? Ils font 6 000 habitants, ils font même pas 100 000 habitants. Le pays est grand, mais ils ont dit, installez les bases que vous voulez. Et c'est cet accord que Donald Trump croit avoir arraché. C'est-à-dire, vous avez un enfant qui a un ballon, vous le lui arrachez et vous lui dites, voilà, on fait l'accord et voilà le ballon. Mais il avait déjà ce ballon de toute façon. Donc, il croit avoir arraché un accord pour quelque chose qu'il possédait déjà de toute façon. Voilà. Giovanni me demande pourquoi Trump veut-il s'accaparer du Groenland. Mais parce que c'était malade. Les États-Unis sont déjà dans le Groenland. En droit international, le Groenland est un territoire sous statut de la loi. Il veut s'accaparer parce qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Il a une conception de la géopolitique qui relève de ce que les Anglais appellent bullying. Brimer les gens, c'est-à-dire aux temps anciens de Far West. Je suis le plus fort, je t'arrache ce que tu as. Oui, Giovanni, il parle de sécurité nationale, ça c'est n'importe quoi. Quand vous voulez tuer votre chien, vous l'accusez de rage. C'est le grand classique. Quelle sécurité nationale? Il y a les bateaux russes et les bateaux chinois, mais qui passent un peu plus loin. Et ça a toujours été comme ça. Il y a Casanova, 5743, qui dit l'Iran. Je vais mettre ça à l'écran pour tous nos amis. J'espère que je pourrai le mettre. Alors, pourquoi ça ne se fait pas? C'est un ami, il dit l'Iran est un pays montagneux et très difficile d'accès pour les interventions militaires terrestres. On peut larguer des bombes d'utopie, mais y mettre les pieds. Absolument. Casanova, excellent, très bien vu. Et Donald Trump qui rêve d'avoir le prix Nobel de la paix. Il n'aime pas les affrontements. La dernière fois, il est allé faire des gymnastiques, il a bombardé. Parce qu'Israël avait déjà ouvert le chemin, avait fait le travail.
Mais l'Iran, c'est pas la Somalie. Et même en Somalie, vous avez vu ce qui s'était passé en 92, où les Américains ont battu la retraite. Donc, c'est pas évident. Et moi, je dis chiche, j'attends de voir. Parce que en matière géopolitique, on ne dit jamais, jamais, jamais. L'autre part du Venezuela. Au Venezuela, on n'a pas combattu. Au Venezuela, on avait acheté des gens. Il y avait des infiltrés, mais en Iran, ce n'est pas la même chose. Je ne dis pas qu'on ne peut pas enlever, on ne peut pas destituer le régime des Mollahs, mais c'est pas évident. Ce n'est pas le même type. Vous savez, c'est Napoléon qui avait l'habitude de dire que quand vous connaissez la géographie d'un pays, vous connaissez à peu près sa politique étrangère. Mais Clausewitz dit, quand vous connaissez l'histoire d'un peuple, c'est encore mieux. Parce que d'abord, les Iraniens sont des Perses, ce ne sont pas des Arabes. C'est une très vieille civilisation qui remonte à des millénaires. Un peuple déterminé. Donc, ça ne va pas se passer comme au Venezuela. Alors, l'autre lui dit, il ne peut pas déployer toute une flotte avec des porte-avions, des Lincoln, et puis les 90 chasseurs et autres, et les batteries de défense. C'est plus que ce qui était déployé. Mais oui, on verra. Qu'est-ce que vous voulez m'entendre dire? Je ne peux que vous dire que je ne sais pas. Nous voyons tout cela. Mais voyons toujours. Voyons voir. L'autre dit qu'il veut réappliquer la doctrine Moro. Oui, mais s'il fait ça, c'est une connerie. Giovanni, d'abord, c'est quoi la doctrine Moro? La doctrine Moro, c'est l'isolationnisme. Mais Moro, à la fin de sa vie, a regretté. James Moro, du nom du 5e président des États-Unis. Il avait fait ça, il y avait McKinley, qui lui aussi, McKinley, c'est lui qui avait commencé avec les tarifs douaniers, et après il a regretté. Moro, c'était pour dire quoi? Tous les gens qui sont à côté de nous, parce que la doctrine Moro n'a rien à voir avec l'Iran. La doctrine Moro, c'était tous les pays périphériques dans l'arrière-cour des États-Unis. Cuba, les Philippines, bon, maintenant le Venezuela et tout. Et on disait, personne ne vient dans notre arrière-cour, ce que les Douala appellent Moalao Bikundo. Ensuite, ils ont dit, on va s'isoler chez nous, on va se barricader. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Si vous vous isolez, la bagarre va venir vous trouver à domicile. Donc, il faut faire des projections. Parce que, regardez même, il arrive à avoir des problèmes avec ses propres alliés. Poutine est en train de... Ce que Trump a réussi à faire, c'est ce que les Russes, les Soviétiques ont toujours rêvé de faire, c'est-à-dire détruire l'OTAN. Mais Trump arrive à le faire. À se tirer une balle dans le pied tout seul. Alors, bon, c'est Serge Canet que je n'ai pas vu depuis aux États-Unis. Serge Canet, on me pose des questions sur Trump. Toi qui es là-bas, tu pourras peut-être les éclairer. Personne ne connaît le logiciel de pensée de Donald Trump. Il n'y a que lui. Je me demande même si sa femme sait ce qu'il pense. Il dit une chose maintenant, un quart d'heure plus tard, il dit exactement le contraire de ce qu'il a dit quelques minutes plus tôt. Et Obama a dit, I warn you about Donald Trump. Je vous avais prévenu au sujet de Donald Trump. C'est un gamin qui a 10 ans. Moi, je n'ai jamais vu que quelqu'un puisse convoiter le prix Nobel de quelqu'un d'autre. Parce que le prix Nobel de la paix n'est pas transférable, n'est pas transmissible. Même quand vous mourrez, vous ne pouvez pas le léguer. Le comité Nobel reprend. Et il est ridicule. Quelqu'un vous donne son prix Nobel de la paix, vous le prenez. Et il a une mentalité de gamin. Il est allé enlever Maduro juste à cause d'une danse. Parce qu'ils étaient en pourparlers. Et Maduro a fait un truc sur TikTok où il dansait, etc. Et il a basculé, il a dit, ben, on va l'enlever. Mais ils étaient en pourparlers, il ne s'est pas levé comme ça et aller l'enlever. Mais il a une mentalité de gamin.
Tu dis que la voiture de ton père est plus belle que celle du mien, etc. Voilà la bagarre. C'est ce qu'on voit dans les cours de récréation avec les gamins de 10 ans. Alors, de retour sur la politique camerounaise, ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas dire que on va empêcher quelqu'un d'aller voter. C'est un droit fondamental. Voter ou ne pas voter. C'est ce qu'on appelle exercer son droit civique et démocratique, consistant à dire si on est pour ou contre. Mais ce droit et devoir ne vous engage que vous. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un ne va pas voter. Comme moi, je peux dire voilà, nous sommes dans une espèce de contentieux litige. On estime que Chiroma a gagné et qu'on l'en empêche par la force et nous allons nous organiser pour leur opposer une force correspondante. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, quelqu'un d'autre dit, moi, je vais aller aux élections législatives, au municipal. Mais c'est son droit. Je ne suis pas plus intelligent que lui. Parce que il y a des gens qui ont boycotté les élections en 2020, aujourd'hui, qui disent qu'ils vont aller voter. Le fait qu'ils aient boycotté les élections en 2020 ne leur interdit pas comment je vais dire ça, la faculté d'aller voter cette fois-ci. Parce que le boycott est reconnu comme un levier en sciences politiques. Comme tout le monde, au même titre que la grève. C'est là où quelqu'un me disait que dans le Nouveau Cameroun, quelqu'un me disait que il faudrait que le vote soit obligatoire. Je dis, mais si vous faites le vote obligatoire comme en Belgique, c'est un déni de démocratie. Parce que choisir de ne pas choisir, c'est choisir. Et c'est un droit fondamental. Nous nous battons pour que les gens aient le droit de voter. Mais vous pouvez disposer du droit de voter et refuser de l'exercer. C'est un autre droit. Ce qui est une négation de droit, c'est le fait qu'on vous empêche d'aller voter. Mais quand vous avez le droit de voter et que vous ne voulez pas l'exercer comme expression démocratique, c'est un autre droit. Voilà. Donc nous ne disons pas que ceux qui vont aller voter aux élections législatives et municipales sont des traîtres. Non, pas du tout. C'est leur problème. Mais nous, comme nous exerçons notre liberté de parole, nous disons, vous faites une erreur. Mais si vous estimez adéquat et efficace, mais allez-y. Au même titre que nous, qui ne voulons pas y aller, n'avons pas le droit de vous interdire de le faire, vous n'avez pas non plus le droit de dire aux gens, va aller voter ou bien ne pas voter, c'est mal. Allez-y. Donc, on me dit, les problèmes, c'est la logique dans les motifs de boycott. Non, il n'y a pas de logique. En politique, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de manichéisme. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté des bons et des méchants. Il n'y a pas d'éthique. Là où il y a des problèmes, ce qu'on appelle les droits, c'est-à-dire ce qu'on appelle les droits humains, là où il y a consensus de façon conventionnelle. Vous ne pouvez pas donner l'amour à quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme vous. C'est là où on commence à juger. Vous ne pouvez pas user de etc. Mais il n'y a pas de logique. Parce que la logique en politique n'est pas universelle. C'est pour ça qu'en politique, il n'y a pas d'amitié. S'il y a une amitié, elle va voler en éclat à partir du moment où il y a une divergence d'intérêt. Donc voilà, donc vous ne pouvez pas dire que moi, quand je vous vends mon cacao, vous l'achetez à 10 francs, et quand vous me vendez le café, vous me le vendez à 1000 francs. Et puis vous parlez de la logique. C'est qui est logique? C'est là où nous revenons dans ce qu'on appelle la relativité. Mais quand on dit relativité, on dit tout de suite subjectivité. La Fontaine, tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Ce qui vous apparaît logique, vous, n'apparaît pas. C'est le principe de la démocratie.
Si quelqu'un ne veut pas aller voter, mais il a ses raisons, qui ne sont pas les vôtres, ce que vous appelez logique. Il a sa logique, qui chez vous n'est pas la logique. Parce que nous militons pour ça. Lisez, je vais vous citer une phrase apocryphe. Quand on parle d'apocryphe, c'est une idée qu'on a fait dire à quelqu'un. Il y a une écrivaine britannique qui a fait une phrase apocryphe. C'est-à-dire, elle met ça dans la bouche de Voltaire. Elle dit, Voltaire dit, Monsieur l'abbé, je n'aime pas ce que vous dites, mais je suis prêt à mourir pour continuer à le dire. Salut la sœur Olissa Chika. Donc ne dites pas la logique. Ce qui est logique pour vous ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et ce qui est logique pour vous ne l'est pas pour lui. Donc, c'est là où intervient la notion de la dialectique. Voilà, vous débattez les choses. On n'est pas d'accord, on va devant les électeurs, ils vont nous départager. Mais quelqu'un vous dit, voilà. Et moi, nous sommes en 2020. Quelqu'un dit, nous boycottons l'élection de 2020 parce qu'en 2018, il y a eu une élection présidentielle qui a été trichée. Nous n'avons pas de raison d'aller à une autre élection en 2020 alors que les mêmes qui ont triché l'élection sont juges et partis. Alors que le code électoral n'a pas changé d'un iota. Alors que l'élection n'est pas transparente, etc. Les mêmes causes reproduisant inexorablement les mêmes effets, nous ne voulons pas y aller. Ça, c'est l'argument de 2020 que j'ai soutenu. Alors, les mêmes viennent aujourd'hui, face à la même situation, exactement la même situation. Il y a une élection qui a été trichée en 2025, octobre, et le gagnant de cette élection dit, moi, je ne vais pas à cette élection parce que je n'ai pas confiance. Pourquoi est-ce que des gens qui m'ont volé l'élection, il y a quelques mois, ne vont pas récompenser maintenant? Ça, c'est son point de vue. Maintenant, si vous voulez y aller, allez-y. Mais ne le traitez pas d'imposteur. Parce que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. En ce moment-là, vous devenez intolérant. Donc, quand c'est vous, le boycott est acceptable. Et quand c'est les autres, sur les mêmes faits, les Anglais disent que the same set of law bring the same set of law outcome. Et tout ça. Donc, outcome. Donc, il faut être logique si vous voulez parler de logique. Mais quand on est tolérant, voilà. Mais vous n'imposez pas vos points de vue aux gens. Parce que c'est pour ça que nous contestons l'origine de M. Biya. Laissez le peuple. Si vous voulez aller aux élections, allez-y. Mais qu'est-ce qui vous autorise à labelliser les autres? Moi, je fais le bon boycott et toi, tu fais le mauvais boycott. Qu'est-ce qui vous autorise à cela? C'est de la dictature. C'est comme ça que cela s'appelle en français. Moi, je porte une cravate bleue. Je porte parce que ça me plaît. Les goûts et les couleurs ne se disputent ni ne se discutent. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi je porte une cravate bleue. Vous portez une cravate verte, c'est votre affaire. Mais moi, je ne vais pas vous dire que non. Puisque vous ne portez pas la cravate bleue, comme moi, c'est pas logique, non. C'est ce que nous voulons au Cameroun. Voilà. On peut s'engueuler, on va dire, voilà, j'ai telle théorie. Prenons des économistes britanniques. On prend Adam Smith, l'auteur de The Wealth of Nations, la richesse des nations. Et dit, do not tamper with economics. Economics will take care of itself. Il ne faut pas se mêler d'économie. L'économie va s'occuper. Donc l'État doit s'impliquer de moins en moins. L'État doit s'occuper uniquement, l'État doit se contenter de ses missions régaliennes. La défense, la construction d'infrastructures comme les ponts et battre monnaie. Le reste, là, on parle du marché. Ça, là, je vous parle du père du libéralisme. Mais vous prenez, parce que nous avons le père du libéralisme économique, mais vous avez le père du libéralisme politique, John Locke, le père de la théorie de,
comment vous appelez ça, pouvoir discrétionnaire, qui pour moi est une dictature, le fait du prince. Mais si vous prenez un autre économiste britannique, John Keynes Maynard, mais il dit l'exact contraire de ce que dit son frère, son confrère. Il dit non, au contraire, l'État doit se mêler de l'économie pour réguler. Nous ne sommes pas nés à la même enseigne, nous n'avons pas les mêmes départs dans la vie, nous n'avons pas les mêmes opportunités. Il y a des incidentalités de la vie. L'État doit se mêler pour régler tout cela, etc., créer de la richesse. Et ainsi de suite. Donc vous avez deux points de vue. Pourtant, tous les deux sont des économistes de renom. En philosophie, c'est pareil. Tous les philosophes ne pensent pas de la même façon. Voilà. Donc, et puis la politique est une philosophie. C'est pour ça qu'au début, dans la Grèce antique, ce sont les philosophes qui s'en occupaient, parce que ça ne les intéressait pas. Gestion des choses de la cité, pour le bien-être du plus grand nombre. Et si vous commencez par faire des dictats, c'est pas la démocratie. C'est tel qu'il doit être, tel ou rien. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Parce que seul qui compte, c'est le suffrage universel. En politique, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, Monsieur Dupont, nous on vous veut à la mairie. Et demain matin, ils disent, mais on ne veut pas de vous. C'est pour ça qu'on dit que le peuple est souverain. Donc, il faut faire un apprentissage. J'appelle de mes voeux, j'espère que je serai encore de ce monde, lorsque on aura au Cameroun un état de droit. Et qu'on enseigne ces choses à l'école. Et apprendre aux gens que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ce n'est pas votre ennemi. Que l'insulte n'est pas un argumentaire. Voilà. Parce que quelqu'un peut commencer un débat avec vous n'étant pas d'accord avec vous. Mais si vous l'amenez à dialoguer et à lui dire pourquoi, peut-être qu'il va changer d'avis. Peut-être que vous changerez d'avis devant la pertinence de ces arguments. Parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, qui dit, quand on dit on va en démocratie, le préalable, c'est qu'on n'est pas d'accord. C'est ça le préalable. On n'est pas d'accord. On va débattre. Mais quand, dans la Grèce antique, on ne dit pas on va débattre, on va parlementer. On va parlementer. Vous allez me dire, voilà, moi, je vais mettre telle chose dans le maillot bagno. J'ai dit, mais au lieu de le mettre dans le maillot bagno, parce que si vous partez de bagno à Fombane, vous pouvez le faire en une journée, pourquoi ne pas le mettre à Fombane? Ça va relier l'ouest au nord. Voilà l'argument que je vous donne. Mettons ça plutôt à Bafoussam, parce que si vous êtes à Bafoussam, vous n'êtes pas loin de Bouddha et vous n'êtes pas loin de Bamenda. Vous pouvez ratisser là. Voilà. Mais je ne peux pas dire qu'à partir du moment où j'ai dit qu'on met à Fombane, moi j'ai raison. Mais sur quelle base? Je vais vous dire que c'est parce que c'est moi qui parle. Est-ce que c'est un argument ça? Mais si je veux être moins borné et écouter ce que vous dites, si on est à Bafoussam, je peux aller à Fombane. Moi, je fais un aller-retour. On salue la sœur Léonore Matona. Donc, c'est pour ça que le président Aïdjo disait, on ne va pas commencer le multipartisme. Parce que le peuple n'est pas. Parce qu'il y a des démocraties, la politique, tel est de mon village, parce qu'il est de mon village, peu importe ce qu'il pense, je vais dans son parti. Juste parce qu'il est de mon village. Donc Aïdjo avait dit, il faut former des gens à la question politique. Le débat politique, le débat contradictoire. Une fois que les gens sont formés, on fait, mais vous faites le multipartisme, on va aller à la guerre civile. Parce que vous avez des gens ici, ils s'appellent Olinga, ils s'appellent Cécile, ils viennent d'Ambam, et ils vous insultent père et mère. Parce que vous dites que Paul Biya a perdu les élections.
Alors, le fait de dire que Paul Biya a perdu les élections et que Paul Biya est de son village, vous attaquez à sa famille. Voilà. Biya est à l'Élysée, allez le chercher. Un Bamileke, on ne sera jamais. J'ai dit non, moi je ne suis pas Bamileke, je suis du Nord. Parce que pour eux, quand tu n'es pas d'accord avec eux, c'est que forcément tu es Bamileke. Forcément tu supportes comme tout. Voilà. C'est Paul Biya, même s'il fait caca sur lui, même s'il ne sait pas, il ne peut pas distinguer 14 heures des 6 heures du matin, il doit rester là. C'est Dieu qui lui a donné et il faut que ce soit comme ça. Voilà. Donc voilà comment quelqu'un raisonne. Un Bamileke ne sera jamais ici. Bon, le Bamileke n'est pas canadien, il est camerounais. Et ils le savent. Est-ce que ça, c'est un argument? Mais tout ça parce que les gens ne sont pas formés en politique. Les gens n'ont pas de formation parce que le régime les a abrutis. Et ils jouent de ça. Jean Kuete. Jean Kuete, c'est un boulot. Nyanji Fendi, c'est un boulot. Voilà. Mais les gens n'arrivent pas à penser par eux-mêmes. Parce qu'on les a abrutis. Et les gens qui sont au pouvoir, ça les arrange. Mais entre-temps, ça met notre pays en retard. Nous prenons beaucoup de retard. Et nous, on a mal. Parce que nous arrivons à l'âge de la retraite. Les enfants à qui nous avons payé l'école n'ont jamais travaillé pour remettre au pays ce qu'ils doivent au pays. Le pays est en train de partir. Mais vous allez dans des pays, vous voyez les Camerounais à l'étranger. Sénégal, Togo, tous ces endroits, Nigeria. Parce que les gens oublient que la diaspora, en termes numériques, la plus importante du Cameroun, elle est au Nigeria, elle n'est pas en Europe. Vous allez là-bas, vous voyez ce que les garçons font. J'étais au Botswana, le patron d'une banque botswanaise, il est là, et il me dit, mon frère, regarde ce que nous faisons. Une femme qui vend les beignets, donc 10 francs, moi je suis ici, je sais. Parce qu'il y a un système qui fait ça. Et je lui dis, les larmes aux yeux, mais pourquoi tu ne le fais pas au Cameroun? Il me dit, je vais commencer par comment? Je vais commencer comment? Et ça, ces gens vont partir. Mais nous, notre pays va rester en arrière. Vous voyez nos jeunes, très énergétiques, très dynamiques, mais ils ne savent pas qui est qui. Là, en ce moment, l'argent est en train de sortir. L'argent est en train de sortir. Je vous ai dit la dernière fois. Vous vendez des tonnes d'or et vous déclarez des kilos. On pouvait faire beaucoup de choses avec cet argent. Là, ils sont en train de faire des mafias. Il y a quelqu'un qui a donné une note rouge à Biya pour lui dire, voilà, faites attention, vous venez d'autoriser plus de 1000 milliards de dettes, mais cet argent, voilà le canal dans lequel il va aller. Le peuple camerounais ne va rien bénéficier. Lui, il n'est plus lucide. C'est sa femme qui gère le Cameroun. Mais elle n'a pas les clés, elle n'en a pas les clés. En dehors de ça, Louis Vuitton, beaucoup d'argent en espèces, mais elle ne sait pas que derrière ça, il y a un mécanisme. Il n'y a pas un arbre au Cameroun qui produit de l'argent. Voilà. Elle ne sait pas. Mais quand on parle de l'âge des biens, ce n'est pas parce que nous sommes discourtois ou bien nous sommes irrespectueux des traditions africaines. Disait Amadou Apatemba, un vieillard qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Joseph Kizerbo, qui dit, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est un témoin qui disparaît. Donc nous avons beaucoup de respect pour les anciens. Vivre aussi longtemps, c'est une grâce, une bénédiction. Mais un vieillard qui devient nuisible et éliminé, parce que là, il a capté le destin. Bonsoir Dédé, bienvenue. Il a capté le destin de tout un peuple. Tout le monde attend. Je parlais avec Mo Ibrahim, qui vit ici. C'est un Britannique originaire du Soudan, un multimilliardaire, en livres sterling.
Il a mis un fonds où il récompense les chefs d'État, politiciens africains, chefs d'entreprise qui se sont distingués. On était à Kigali au Rwanda. Et il m'engueule comme si c'est moi qui ai mis Biya là-bas. Il me dit, my friend, regarde ce que Kagame est en train de faire. Vous, vous suivez quelqu'un de plus de 90 ans. Vous voulez qu'il vous amène dans la tombe. C'est ça votre projet. Je lui dis, mais est-ce que c'est moi qui l'ai élu? D'abord que je n'ai pas le droit de voir là-bas. D'abord que ça fait plus de 20 ans que je mets papier là-bas. Mais il s'adresse à moi comme si c'est moi qui étais le grand agencier de tout cela. Voilà l'image. Vous dites que vous êtes Camerounais, vous allez porter la casquette de Biya. Mais vous voyez des gens, l'autre jour j'étais en France, je vais faire une transaction financière, c'est un jeune homme qui me sert, et puis il regarde mon passeport, il me dit, mais votre pays, il dit, mais vous êtes Camerounais? Je dis, oui. Un jeune homme, moins de 25 ans. Il me dit, sa sœur est dans une banque d'Allemagne. Oh, on a besoin, mais vous avez des hiboux qui sont là-bas, qui sont accrochés. Euh, alors, quelqu'un me dit le MRC a beau que ça n'a rien donné, le fait doit prendre des erreurs des autres. Vous rigolez. Ça, c'est la grande blague de l'année. Je vous ai dit, toute la démonstration que j'ai faite, si le MRC veut aller, qu'ils aillent aux élections. Ils ont notre bénédiction. Voilà. Mais n'entraînez pas les autres avec vous. Moi, j'ai descendu le MRC en 2020. Mes publications sont là. J'ai dit, s'ils veulent boycotter, ils ont raison. Voilà. Mais ne vous érigez pas en juge. Quand le MRC a boycotté, ils n'ont rien perdu parce que si le MRC n'avait pas boycotté en 2020, ce que le MRC n'existe plus. Les gens comme les N'Djamène et consorts auraient été maires et députés et ils allaient détruire la maison de l'intérieur. Donc ce n'est pas que vous, user, je ne vois pas votre nom, vous marquez user, je ne sais pas si vous commencez en politique, un parti politique est très important dans ce système démocratique. Si vous lisez la constitution camerounaise, les partis politiques contribuent à l'expression de la démocratie. Je préfère que le MRC ait eu 0 député en 2020, mais qu'il existe toujours. Parce que le rôle d'un parti politique n'est pas que d'aller aux élections. C'est un grand acteur qui sensibilise la population. Et le MRC a fait un excellent travail. Parce que vous dites que le MRC, ça n'a rien donné. Ça a donné beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les termes mandat représentatif, mandat impératif, pas dans une salle d'université. Certains n'ont pas le BPC, mais ils savent ce que ça veut dire. Parce qu'ils sont allés à l'école du MRC. Donc ne dites pas que ça n'a rien donné. Moi, je ne suis pas membre du MRC, mais ils ont, pendant 7 ans, ils ont apporté une instruction civique au Cameroun. Et c'est une des fonctions, cette fonction de formation d'enseignants du parti. Parce que vous voyez que les élections, mais il y aura d'autres élections. Le Cameroun ne s'arrête pas là. Dans 10, 20 ans, ce que le MRC a fait en 2020, vous verrez les fruits. Donc, un parti politique a une autre vocation que celle que vous semblez lui attribuer. Si le MRC n'avait pas boycotté en 2020, c'est qu'il n'existe plus. On allait le manger de l'intérieur, on allait le transformer en ce qui est devenu le SDF. Voilà. J'ai soutenu cette décision et avec le recul, ils n'ont pas fait, ils ont très bien agi pour couper la gangrène parce que le parti était infiltré. Donc c'était une bonne chose. Son candidat n'est pas à l'élection présidentielle, mais le monde entier sait pourquoi. Il y a des défaites qui préparent des victoires de demain. Ben oui, Njoya Djoko, Giovanni Djoko, le Cameroun n'est pas préparé pour demain. Est-ce que nous avons un ministère de la Recherche?
Est-ce que nous avons tout ça? Mais nous passons le temps à faire des combinaisons, des intrigues politiques, mais qui ne profitent pas peu. Parce que vous avez des gens qui sont là, ils font des petites magouilles pour aujourd'hui, mais ils ne pensent pas au peuple, qui est l'avenir du pays, les plus jeunes, sur lesquels on a tiré. Donc, vous voulez aller aux élections, c'est pour faire quoi? Vous allez avoir des mairies, vous allez avoir des députés, pour aller dans un parlement qui est une chambre d'enregistrement. Ça va apporter quoi? On demande à renverser la table, renverser la table, mettre tout à plat, faire des institutions transparentes, de façon consensuelle, pour une adhésion plus large. Et sur cette base, vous organiserez alors des élections. Vous aurez des institutions transparentes où, pour aller à une élection, vous n'avez pas besoin qu'on vous fracture on vous fracture le postérieur. Où vous venez en nom propre, vous déballez votre projet de société et les gens vous votent sur cette base. Voilà. Afi Hassan et dit jusqu'à présent, l'autoroute de Yaoundé-Douala n'est pas encore terminée. C'est avec les élections législatives qu'on va terminer ça. C'est ça qui va donner de l'eau aux Camerounais. Les gens vont aux élections pour se remplir les poches. Parce que c'est une occupation. C'est un moyen de revenu. On vous dit, on renverse la table. On fait une constituante, une assemblée constituante. On fait ce qu'on n'a pas pu faire depuis des années. Conférence nationale, souveraine. Tous les Camerounais sont là. De toutes les couches de la société. La société civile, le clergé, etc. Les commerçants, chacun a son mot à dire. C'est pour ça que le président Jérôme a dit, on fait l'audit. On fait l'audit. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'il nous faut, etc. Chacun dit, il n'y aura pas quelqu'un pour parler à la place d'un autre. C'est le projet que nous avons. Et vous nous dites, on va pour être maire et député. Mais qui fait la loi? Tant que M. Biya est là, on ne fait pas de politique au Cameroun. Le préalable, qui a gagné l'élection en 12 octobre? Vous vous maintenez par la force. On va vous opposer par la force. On salue Juliette qui nous arrive là maintenant, Oumarou Sidiki. Vous êtes en train de prendre part à la distraction. Parce que ces gens veulent gagner du temps. Voilà. Chez nous, il y a des listages, depuis le rachat des néos. Vous allez faire des élections dans l'obscurité? Eliorno Matona demande, et l'armée loyaliste fait quoi? Il faut leur accorder, on va dire quoi, un préjugé favorable. Parce que là aussi, au moyen du tribalisme, on a divisé les gens. Vous savez qu'à l'approche des élections, tous les soldats qui n'étaient pas de l'air que vous connaissez ont été désarmés. Ils ont des fusils, mais ils n'ont pas de munitions. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais ça va finir un jour. Parce que si vous faites un peu d'histoire, quelqu'un me disait que lorsque tout est fini, il reste encore l'histoire. Car l'histoire disait Hegel est le lieu du déploiement de la raison universelle. Mais si vous faites un peu d'histoire, vous allez voir, on a eu des empires qui se sont effondrés tout seuls. Parce que vous savez, un empire ne tombe jamais des coups qu'il reçoit. Une dictature, non, c'est toujours de l'intérieur que le système s'effondre. On l'a vu avec Kadhafi, on l'a vu avec Mobutu, etc. On l'a vu avec Ben Ali en Tunisie, et Biya n'échappera pas à cela. Et les choses sont en train de s'organiser. Donc, parce que même si vous allez aux élections, et la bourrasque qui arrive, ça va vous balayer parce que les institutions seront suspendues. Le Parlement sera suspendu. Les maires seront suspendus. Jusqu'à nouvel ordre. Parce que tout ce qui a été fait
ne l'a pas été dans les règles de l'art. Donc, on vous parle, vous ne voulez pas, mais allez aux élections. Ça ne servira à rien. Même si vous êtes élu, ça sera annulé. Ça correspond à rien. Vous allez à une élection, vous êtes élu député. Quand le système arrive, on va dissoudre, on va suspendre la Constitution, le Parlement, les mairies vont être gérées par ce qu'on appelle les commissaires de la nation, qui vont expédier les choses courantes. Voilà. Vous êtes maire élu sur l'autre tour, vous ramassez vos bagages et vous quittez le bureau. On va vous remplacer momentanément par les commissaires de la République, qui vont expédier les affaires courantes. Alors, si vous voulez qu'on vous dise des choses franchement, je les vous dis franchement. Voilà. Mais quand vous serez allé aux élections, nous aurons vos noms dans un cahier. On ne vous traitera pas comme on traitera les autres. Parce que vous vous êtes prêté à la comédie pour empêcher l'avènement du changement. Mais oui, Juliette, ils ont eu tout le temps les plus grands trous noirs. Donc, on est en train de travailler, mais ne nous perdez pas le temps. Donc, si vous venez nous perturber, prenons date. Parlons-nous dans quelques mois. Si vous avez été élu député dans ce système, vous ne le serez plus jamais. C'est-à-dire qu'on suspend le truc, on refait des institutions, mais vous qui avez été député dans ce contexte du lendemain du 12 octobre, vous ne serez plus jamais candidat à une élection au Cameroun. Plus jamais. Si vous aviez été maire avant, oui. Mais là, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes si proches du but. Et de vous-même, vous allez vous prostituer à ce système. Parce que en allant là-bas, vous leur prêtez allégeance. Donc, nous prenons note. Mais quand nous arrivons, nous suspendons ces histoires. Nous nommons les commissaires de la République provisoire qui expédient. Parce qu'on ne peut pas rester sans ces structures-là. Mais vous qui vous êtes prêtés, non seulement vous n'êtes plus maire ou député, vous savez que vous ne le serez plus jamais. Parce que vous vous êtes décrédibilisé. Vous êtes déconsidéré. Donc les amis, si Dieu nous donne, si Dieu veut, on se parle demain. Merci pour votre disponibilité et bonsoir.